et à tous, et j'espère que vous allez bien. Bientôt la rentrée, ou peut-être, elle est déjà arrivée la rentrée, parce que du coup que je tourne en décalé, parce que le temps que je monte les vidéos et tout, franchement je vous avoue que je mets du temps. Aujourd'hui, nous allons faire science. Alors science, cette fois-ci, j'ai énormément de trucs, on va dire, positifs, et je finirai, alors si je peux, par une vidéo TikTok. Attendez, je vais regarder. Je vous avoue que normalement, c'est pas une vidéo faite avec l'intelligence artificielle. Hein. Mais franchement, je sais pas. Ça a l'air bizarre. Je peux pas vous dire. Ça a l'air d'être réel. Mais je pense que c'est pas réel. Mais c'est joli. Donc je vais vous le mettre. Non, je pense que c'est pas réel. Non, je pense pas. Non, c'est pas possible. Bon, on verra ça. Hein? Vous me direz. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les peu qui me laisseraient un commentaire. Alors, on va commencer par un truc super sympatoche. Science Post. Ces scientifiques ont chauffé de l'or à 19 000 degrés Celsius et brisé 40 ans de théorie physique. Non, c'est bien, parce que là, vous allez voir que tous les articles, en fait, chaque fois, ils vont vous dire, ah ouais, mais ça remet en cause le truc, tu vois. Mais ils changent jamais le truc, à la base. Tu vois, c'est ça le problème. Imaginez chauffer un morceau d'or à une température 14 fois supérieure à son point de fusion et le voir rester parfaitement solide. C'est exactement l'exploit que viennent de réaliser des physiciens américains, pulvérisant au passage une théorie fondamentale vieille de 4 décennies. Cette découverte accidentelle bouleverse notre compréhension de la matière dans des conditions extrêmes et ouvre des perspectives révolutionnaires pour la fusion nucléaire. Bon, je vois pas le rapport, mais ok. Bob Nagler, chercheur au prestigieux laboratoire SLAC de Stanford, résume la frustration de toute une communauté scientifique. Nous savons parfaitement mesurer la densité et la pression de ces systèmes, mais pas leur température. Nos modèles théoriques s'appuient donc sur des estimations avec d'énormes marges d'erreur. Eh ouais. Leur méthode exploite un principe physique fondamental, la vitesse de vibration des atomes reflète directement leur température. Alors, un laser ultra puissant bombarde un échantillon d'or nanométriquement fin, provoquant une agitation frénétique de ces atomes. Simultanément, une impulsion de rayons X d'une intensité phénoménale traverse ce matériau en ébullition. Ces rayons, en rebondissant sur les atomes vibrants, subissent de subtiles modifications de fréquence qui trahissent instantanément la température réelle du système. Je n'ai rien compris. Non, j'ai compris l'ensemble, mais je veux dire, bon, la mesure est directe, prise et reproductible dans une gamme s'étendant de 1000 à 500 000 degrés Kelvin. Leur échantillon d'or avait atteint la température vertigineuse de 18 727 degrés Celsius, tout en conservant parfaitement sa structure cristalline solide. Un phénomène qui défie ouvertement les lois physiques établies depuis les années 80. Ah ouais. Bon, comme quoi, il ne faut pas remonter au XVIIe siècle, hein. Tu peux remonter aux années 80, ou s'ils disaient de la merde. Voilà. Vous voyez, comme quoi, hein, vous croyez savoir des choses, et puis après... Média 24, la Chine dévoile le monde de demain avec une nouvelle méga-usine pour produire ce nouveau carburant appelé à remplacer les énergies fossiles. En Mongolie intérieure, champ de maïs. Je vous jure, non, parce que je suis en train de lire, je me dis putain, qu'est-ce qu'on est con, nous. Vraiment. Ce qui reste d'une moisson le regarde rarement deux fois, des tiges brisées, des feuilles poussiéreuses, un peu de terre accrochée aux racines, ce qu'on appelle pudiquement résidus agricoles, finit le plus souvent brûlés ou abandonnés au sol. Pourtant, en Mongolie intérieure, ces déchets sans avenir sont en train de devenir le carburant d'une nouvelle industrie propre. Je sais s'ils en ont des chats, eux. Transformer 600 000 tonnes de déchets de ferme en 400 000 tonnes de méthanol vert par an. Ah, c'est presque du 100%, hein. Chaque année, plus de 100 millions de tonnes de méthanol sont produites dans le monde. À plus de 95%, ce méthanol est encore issu d'énergies fossiles, principalement du gaz naturel, et dans une moindre mesure du charbon. La Chine à elle seule représente plus de 60% de cette production mondiale. Et ouais, mais justement, parce qu'eux, ils sont pas cons, tu vois. Alors, au lieu de faire comme là-bas, à Dubaï et tout, tu vois, de faire des méga trucs qui servent à rien, juste c'est des parcs d'attractions, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est le modèle américain, comme Las Vegas, mais dans les pays arabes, tu vois, voilà. Et donc, ils font des parcs à thème, des machins et tout, mais ils sont en train de tout détruire, c'est-à-dire usine de dessalement pour arroser des fleurs qui normalement ne devraient même pas être là en plein désert, tandis que eux, non, tu vois, eux, ils se disent, putain, ça c'est de la merde, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et ils en font du biocarburant, tu vois, voilà. Ça c'est un peu comme le désert. Le désert, putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois, pour arrêter le désert? Ben, au lieu de construire des immeubles avec des pistes de ski, tu vois, à l'intérieur, eh ben eux, non, ils plantent des arbres, tu vois, voilà. Le décor du projet de Longy, c'est le truc de méthanol.
Une plaine battue par les vents, baignée de lumière, loin des grandes mégapoles. C'est là, dans le parc industriel d'Urad-Ribaner, que le chantier a commencé. Le principe est ingénieux. On combine la chimie de la biomasse à la puissance de l'électricité verte. Eh ouais. Est-ce que je vous lis les phases? Non, je vais faire que la phase 1. Et après, on va arrêter là. Mais déjà, vous voyez le... Phase 1. 190 000 tonnes de résidus agricoles seront chauffés pour produire un gaz riche en carbone, appelé Syngaz. Pendant ce temps, 100 électrolyseurs, modèle 5 MW de Longy, transformeront de l'eau en hydrogène grâce à de l'énergie éolienne et solaire locale. Ce mélange passé à la moulinette de catalyseurs bien choisis deviendra du méthanol. Eh ouais, ils sont magnifiques ces chinois. Putain, je rêve de... J'ai dit, je veux être réincarné dans un papillon. Enfin, peut-être pas un papillon parce que ça ne dure pas longtemps. Mais un oiseau, tu vois, je préfère chinois. Tu vois, voilà, un petit écureuil, je sais, mais en Chine. Tu vois, j'ai la France, l'Europe et tout, je peux plus me l'avoir. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Justement, qu'on en était aux panneaux solaires, l'électricité verte, environ de B, ça brûle plus que l'enfer sur Terre. Les centrales solaires du désert déclenchent des effets monstrueux redoutés par les scientifiques. Et oui, c'est ce que je te disais. Je te disais, alors ça c'était pour l'éolienne qui faisait en même temps solaire. Je disais, l'oiseau il va passer, il va mourir un coup de pale. Tu vois, bon là c'est pas le cas, mais un coup de pale, et après il va être grillé par les panneaux solaires. Et en dessous, tu te retrouves avec un joli petit poulet rôti. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et bien là, c'est à peu près pareil, sauf que c'est pas une éolienne, c'est des panneaux solaires, tout simplement, mais c'est pareil. Promet une révolution énergétique mondiale, mais à quel prix pour notre planète? Voilà, là maintenant ils sont en train de se rendre compte que c'est de la merde. Et ouais, les panneaux solaires peuvent modifier le climat local et perturber les écosystèmes désertiques fragiles. Eh ouais, ça c'est sûr. Le Sahara a un potentiel énorme mais compliqué. Ah oui, c'est sûr. Eh ouais, surtout après les tempêtes de sable. Ah ouais, ma foi, tu con quoi. Si tu mets des panneaux solaires à 1 mètre du sol et que tu es dans le désert, quand il y a les tempêtes de sable, ma foi, c'est recouvert, lol, la blague. Non, non, mais ça c'est comme les mecs, s'ils te mettent des panneaux solaires, tu sais pas dans quelle marée. Tu vois, donc et après, une fois que l'eau revient, eh ben, ils sont sous l'eau. Eh ouais, non, c'est pareil, hein, je vais te dire. Eh ouais, conséquence pour le climat. Une augmentation des précipitations de mousson dans le Sahara pourrait paradoxalement provoquer des sécheresses à l'effet papillon en Amazonie. Eh ouais. Allez, là on va partir sur du maille à l'abeille. Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps, s'envoler à travers le ciel. Ah ouais, j'étais à fond moyen, moi, tu fous quoi. De toute façon, j'étais à fond de tout, moi. J'avais que ça à faire de ma vie, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille. Donc je passais ma vie, tu vois, devant la télé. Voilà, j'avais que ça à faire. C'est pour ça qu'après, je suis partie en brioche. Alors, Science et Vie, apparition d'une colonie d'abeilles naines rouges, une menace inédite en Europe, très invasive, à Malte. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Ah, asiatique. Oh, tout ce qui est asiatique, tu vois, le frelon asiatique, et ben là maintenant, tu as les abeilles naines rouges asiatiques. Alors déjà, tu vois, il y a rouge, tu passes au mer rouge, tu as vu, voilà, déjà, ça te pose le truc, tu vois. Alors, près du port de Birzebouga, 2000 abeilles. Ah, ça fait beaucoup. Du réchauffement climatique. Ben non, quel est le rapport? C'est surtout que elles sont arrivées par sa climate, hein, je vais te dire. Elles sont là maintenant. Elles vont pas retraverser la Méditerranée, tu vois, à vol d'abeilles, quoi, tu vois. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'elles font? Mais pourquoi elles les tuent, les abeilles européennes? Il est susceptible de rivaliser pour le pollen et le nectar avec nos pollinisateurs indigènes. Un groupe d'insectes déjà en déclin. Que les abeilles soient porteuses de multiples maladies auxquelles les abeilles européennes n'ont que peu de résistance. Eh ben, c'est pas grave si elles font du miel. On s'en fout qu'elles sont rouges jaunes. Non? Hein? Franchement. Et son territoire de l'Asie au Moyen-Orient et au nord-est de l'Afrique. Oh putain, ah, ces bougnoules et ces bambous-là, hein, je te jure. Non, c'est plutôt ces bougnoules. Voilà, elle est arrivée par un navire commercial. Par rapport au réchauffement climatique. Ah, parce que tu crois qu'elles vont arriver à Malte, elles vont mourir. Tu as vu, parce que c'est moins chaud. Combien de fois on se retrouve avec des algues et des machins que normalement, je me rappelle plus, la mer Méditerranée, là, il y a l'algue, là. Que, en fait, elles sont étouffées par les autres algues, qu'elles viennent d'ailleurs. Et nous, on était bien envahis de tortues australiennes, là, je sais pas quoi, là. Et c'est pas parce elles aiment le climat, c'est pas parce qu'il fait chaud, non, c'est parce que les mecs, ils les avaient, et ils les ont largués dans les bassins. Eh ouais, non, mais, tu vois. Et toi, te dire que les tortues, comment elles s'appellent, là? C'est pas australienne. Bon, fait, vous m'avez compris. Amazonienne, j'ai essayé, c'est bon.
C'est à cause du réchauffement climatique. Lol. Là, puisqu'on en est là, alors, je vais vous parler de ça. Normalement, j'aurais dû le mettre dans France, mais je vous en parle parce que, du coup, j'ai compris le truc, en fait, sur ça. Ouais, je sais, c'est bizarre que je comprenne quelque chose, mais... Ouest France, algues vertes, pourquoi les députés bretons refusent-ils de faire la lumière? D'après ce que j'ai compris, il y a des algues vertes. Mais ces algues vertes, elles se développent parce qu'il y a de... Ah, attendez, c'est quoi? Vous savez, le lisier, là, des cochons. Et en fait, ces algues vertes, si ça serait pas... Putain, comment ça s'appelle, ce truc? Bon, fait, s'il y en aurait pas dans l'eau, en fait, elles se développeraient pas. Donc, en fait, ces algues, elles absorbent, en fait, la pollution du lisier, de cochon, machin et tout, qu'il y a en plus dans l'eau. Et c'est pour ça qu'elles se développent. Et donc, en fait, eux, ils veulent qu'on fasse quelque chose contre les algues vertes, mais du moment que c'est pollué, enfin, tu les enlèves, il reste la pollution. Enfin, la pollution, elle part pas. Enfin, c'est elle qui absorbe la pollution. Elle se nourrit de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux pas lutter contre les algues vertes. Pour lutter contre les algues vertes, il faut lutter contre la pollution. Et les députés ne veulent pas lutter contre la pollution, puisque c'est les agriculteurs. S'ils font pas de cochons, comment tu veux qu'ils fassent? Alors, un truc pas top. Le point. Pourquoi les plus beaux escargots du monde risquent de disparaître à jamais? Alors, j'ai même pas vu la photo, j'ai même pas vu le truc. Enfin, j'avais pas compris la photo. Après, j'ai compris que c'était un collier. Et j'ai dit, ben, parce qu'il y a les hommes. Voilà. Hein, pour les pépettes, hein, je vais te dire, leur coquille ressemble à une œuvre d'art miniature, spirale jaune, flamme rouge, éclair de vert citron. Ces escargots Polymita, unique au monde et menacés d'extinction, fascinent autant les scientifiques que les collectionneurs. Ils sont magnifiques. Et là, je me dis, alors, tu vois, plutôt que de prélever dans la nature, parce que bon, un escargot, après c'est un escargot, ouais, fait, je veux dire, bon, je me dis, pourquoi tu en prends pas? Tu fais comme, ben, il y en a qui font, là, les escargots de Bourgogne en élevage. Tu les fais en élevage, et comme ça, au moins, tu prélèves pas direct dans la nature, tu vois, réfléchis un peu. Eh ben non, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Je me dis, pourquoi les gens, ils réfléchissent pas à ça d'entrée, tu vois? Une rareté qui attise la convoitise. Eh ben voilà, tu les prends, et tu en fais un élevage. Et comme ça, tu laisses les escargots tranquilles dans leur maison. Non, c'est vrai, vous voyez. Pour chaque truc, je me dis, pourquoi tu les prends pas, tu fais pas un élevage, en fait. Alors, ok, c'est des escargots, ouais, je veux dire, c'est pas comme si c'était des chiens, des chats, fait bon, des singes, bon, tu vois. On en a rien à foutre avec les insectes, on les élève dans des boîtes, dans des sous-sols, fait, je veux dire, bon, hein, on se préoccupe pas de la santé du verre de farine, tu vois ce que je veux dire? Là, ça m'a fait rire. Je vais pas lire l'article. Enfin oui, je vais lire l'article, mais je vais dire, bon, faute inévitable des glaces, malgré l'accord de Paris. Ben ouais, tu croyais que quoi? Ah, tu croyais que parce qu'il y a 10 pays qui ont signé sur une feuille de papier, tu crois que ça y est, c'est bon, c'est ok, la glace, ça va plus fondre. C'est ça? Alors faux parce que l'Antarctique, il paraît que la glace elle est de plus en plus présente. Donc ils disent oui, importante perte de glace au Groenland et en Antarctique, et en fait c'est faux parce que l'Antarctique il paraît qu'il y a de plus en plus de la glace. Voilà. Ok, non mais ça m'a fait rire. On continue sur le climat, donc parce que je suis là aussi. Le point, moins 50 à Oslo, moins 20 à Bruxelles. Comment l'Europe pourrait devenir inhabitable? On a un problème. Je croyais qu'on était sur du réchauffement climatique. Non, parce que là, moins 50 à Oslo et moins 20 à Bruxelles, c'est pas du réchauffement. C'est du refroidissement. Tu vois ce que je veux te dire? Ce réseau de courants océaniques qui réchauffe l'Europe montre des signes d'effondrement. Ah ben, ça va très bien avec l'Europe. Voilà, qui s'effondre. Hein, je vais te dire. Oh putain. L'expression circulation méridienne de retournement atlantique. Avant, il disait les courants océaniques. Voilà, c'est tout point de barre. Hein. Et ouais, un arrêt complet aurait des conséquences. Pourquoi il prévoit qu'il va faire froid, en fait? Quoi que je préfère, hein. Franchement, vous savez quoi, je préfère mieux le froid. Après, Bruxelles, je m'en tape un peu, j'habite à Marseille, hein. Tu vois, je vais te dire, nous, pour qu'il fasse moins de ça va être compliqué. Alors là, on va passer que sur du beau. Après, je ferai un petit truc rigolo de la NASA, non, parce que celle-là, elle m'a fait rire. Oh, je pleurais de rire la dernière fois. Non, parce que j'ai vu la photo, j'ai pleuré de rire. Ah ben ça va, je vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler le truc. Alors, Journal des femmes, ils voient une étrange lumière au fond de l'océan. Leur découverte scientifique est incroyable. L'étude de chercheurs spécialisés en océanographie corrige une idée reçue qui circulait depuis des décennies. Oh ben décidément, hein.
Les satellites rapportent des zones étonnamment lumineuses dans l'océan austral depuis des dizaines d'années. Les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses, mais une nouvelle étude internationale, publiée le 4 août, révèle qu'ils se sont trompés. L'origine de cette brillance n'est pas du tout celle qu'on croyait. Ça entoure l'Antarctique, d'accord? Voilà, je vous pose le truc, parce que du coup, plus mystérieuse de la planète. Alors, déjà qu'on ne connaît pas la planète, alors des bandes de forte réflectance. L'eau y paraît plus claire, presque scintillante par rapport aux régions voisines. Alors au début, ils croyaient que c'était causé par des microalgues marines. Appelées coco, t'as le look, coco. Coccolithophores. Coco, t'as le look. Celles-ci produisent de minuscules plaques de calcite appelées coccolithes. T'as le look, coco. T'as le look qui te colle à la peau. Ah ouais, non mais, qui lorsqu'elles s'accumulent à la surface crée une brillance visible depuis l'espace. Cette interprétation a été corrigée par l'exploration de chercheurs partis en mer. Et ouais, voilà. C'est ça le mieux. Tu vois, c'est-à-dire tu peux regarder des images, mais si tu vas pas sur place, tu vois, tu sauras jamais, en fait. Ne sont pas liés aux coccolithophores, mais à d'autres microalgues, les diatomées. Et je crois qu'on en avait déjà parlé, des diatomées. Ces organismes minuscules, invisibles à l'œil nu, possèdent une sorte de coquille. Ah, c'est pas eux que quand tu marches dans l'eau, ça fait genre des couleurs. Ben voilà, c'était les diatomées. Voilà, mais là, vous saurez que sur Google, Earth, putain, comme c'est pourri ce truc. Vous vous rendez compte qu'on a que ça? On a que Google Earth. Ils nous mettent ce qu'ils veulent en vérité. L'océan, il est dégueulasse, les photos, elles sont dégueulasses. Franchement, il y a tout qui est dégueulasse sur Google Earth. Et on est obligé de se contenter de ça pour savoir à quoi ressemble notre planète. Alors, là aussi, Mamie Simone, première mondiale, assure des biologistes après l'observation d'un requin capable de changer de couleur. Comment ça se fait qu'il n'avait pas vu avant? Révolutionner notre compréhension des comportements adaptatifs des espèces marines. Oui, voilà, c'est ça. Dans les profondeurs marines. Alors, mais est-ce qu'on le connaît, le requin? Observation inédite. Alors que nous étudions ces créatures depuis des années, voir un requin se fondre dans son environnement en quelques secondes nous a tous laissés sans voix. Ah oui, il y a de quoi. Il avait la cape de l'invisibilité. C'est Harry Potter. Ah ouais, non mais. Implications scientifiques et écologiques. Alors, oui, mais d'accord, mais c'est-à-dire. Eh ouais, la biomimétique. Eh oui, ça c'est sûr. En définitive, la découverte de ce requin, changeant de couleur. Bon, on n'a pas le nom. Ah, voilà. Alors, donc, ils ont découvert un requin extraordinaire, qui change de couleur, mais c'est pas lequel c'est. Voilà. Pourrait avoir aussi des répercussions significatives bien au-delà de la biologie marine. Oui, d'accord, mais il s'appelle comment? Bon, on l'appellera Norbert. On l'appelle Norbert. Allez, on appelle Norbert le requin. On n'a pas de nom. Mais j'adore quand on me dit, ouais, putain, découverte de machin et tout, tu sais même pas le truc comment il s'appelle. Là aussi, une découverte qui va tout changer. Ah oui, non. Science et vie. Sous l'Antarctique, la découverte d'un réseau caché de plus de 300 canyons sous-marins bouleverse notre compréhension des océans. Oh, c'est-à-dire on comprend rien, hein. Des vallées sous-marines aussi vastes que méconnues sillonnent les marges continentales de l'Antarctique. Ce relief invisible, désormais cartographié avec une précision inédite, livre des indices cruciaux sur l'histoire glaciaire du continent. Alors, le socle du continent austral révèle un maillage complexe de structures profondes. Grâce à des relevés bathymétriques de haute précision, les chercheurs lèvent aujourd'hui le voile sur l'existence de vastes canyons en Antarctique, véritables cicatrices du passé glaciaire. Ah, parce qu'ils croyaient que c'était Platoon. C'est ça? Ils croyaient que le truc, il était plat, quoi. C'était une plaine. C'est ça? Et qu'il y avait la glace par-dessus. Donc, il se peut très bien... Ah, parce que j'en ai une autre après. Il se peut très bien que là, ils découvrent peut-être des habitations, voire des colonisations humaines. Tu vois, voilà. Ah, putain, alors là, ils seraient dans la merde, je te le dis. 4000 mètres, profondeur. Ces formations ont été creusées par des courants de turbidité extrêmement puissants. La carte dressée par les chercheurs révèle une opposition marquée entre l'est et l'ouest de l'Antarctique. À l'est, les canyons sont plus longs, plus ramifiés et plus profonds. Certains réseaux comprennent jusqu'à 40 affluents dessinant une véritable arborescence sous-marine. À l'ouest, les structures sont plus simples, plus abruptes et plus courtes, avec des pentes plus raides et des formes en V plus prononcées. Et on n'a pas de photos. Moi, ça me gonfle qu'ils nous mettent jamais les photos. Non, parce que tout le temps, ils nous disent, ouais, on a découvert ça, là, le roquet, là, qui change de couleur. On aurait bien aimé en voir la vidéo, tu vois.
L'étude insiste sur le fait que les modèles climatiques actuels peinent à intégrer la finesse de ces échanges, en partie à cause du manque de données précises sur le relief sous-marin. C'est pourquoi les auteurs appellent à poursuivre l'acquisition de données bathymétriques haute résolution, notamment dans les zones encore peu cartographiées comme le secteur est de la calotte. Eh ouais. Bon, on n'a toujours pas les photos. Bon, vous savez, bah, après, on peut te faire tout et n'importe quoi, mais bon, c'est mieux si tu vois, tu complètes, tu vois, avec une photo, je sais rien, une vidéo, le roquet, et du bloqué. Alors, on aimerait bien qu'il change de couleur, le voir, un peu comme le poulpe. Science et vie, l'histoire de l'humanité en passe d'être réécrite après une découverte exceptionnelle sur un site archéologique au Kenya. Donc ils ont retrouvé des pierres que, soi-disant, il fallait qu'ils parcourent 13 km pour les récupérer, pour pouvoir les tailler, tu vois, voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte que les matériaux pour ces outils, il y a 2 millions d'années, mais bien, il y a 2,6 millions d'années. Donc il y a 600 000 ans à rajouter. Vous voyez, enfin, genre, il y a 2 millions 6, on pouvait tailler des trucs, alors qu'ils nous avaient dit que 2 millions. Donc, vous voyez, d'années. Donc, vous voyez que tant peut-être la chronologie globale n'est pas bonne. Nous avons évolué bien plus tôt et bien plus vite. Tu vois, alors, s'il y a 2,6 millions d'années, on était capable de faire des pierres, de tailler des pierres pour en faire des flèches, des racloirs, des couteaux, je ne sais rien. Tu penses un peu, il y a 50 000 ans, tu vois, 50 000 ans, je suis sûr qu'on était capable de construire des maisons. Je suis sûr qu'on était capable de faire des pyramides. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Ça, c'est que de long que je regarde ce putain de sphinx, je me dis, putain, mais les gens, ils comprennent pas que la tête, elle a aucun rapport avec le corps. T'imagines que les mecs qui ont fait toutes les statues là-bas, fait sur des milliers d'années, parce que bon, du coup, en Égypte, là, les pyramides avec le pi, le fi, le machin, l'angle droit, le ci, le là, tu crois qu'ils sont pas capables de se faire un sphinx avec une tête normale, c'est-à-dire en proportion avec le reste du corps? Comment ça se fait que le corps il est aussi mort alors qu'il était enterré sous le sable et que la tête elle est aussi jdide? Bon, elle est dégueulasse, mais elle est aussi jdide. C'est pas possible. Et chaque fois que je vois ce sphinx, écoutez, vous savez quoi, il me vient mal au cœur. Je me dis, putain, mais ils l'ont tué le truc, quoi. À quoi il ressemblait avant, en fait? Non, parce que c'était pas la tête du mec. C'était autre chose. Il paraît que c'était une tête de lion. Elle devait être magnifique. Et je me dis, et les gens qui sont là font, ouais, le sphinx, tu vois pas qu'il y a un problème d'équilibre, de physionomie, de proportion, fait bon. Donc voilà, donc du coup, on n'a pas 2 millions, on a 2,6 millions d'années. Oui, c'est ça. Eh ben, on arrive à la fin. Celui-là, je vais vous le mettre parce que celui-là, il m'a fait rire. Futura, la NASA publie une image bouleversante de notre monde vu à 300 millions de kilomètres de distance. Donc, il nous montre des photos, fait des images de la Terre, de satellites à 36 000 kilomètres. Bon, tu le vois que c'est des images de synthèse. Ok, donc on n'a pas de vue. Il nous montre des photos de la Terre, enfin des photos au montage de la Terre vue de la Lune. D'accord? Donc, je vous remets en incrustation l'échelle. Donc, cette photo ne peut pas être possible. Et puis, je vous dirai, bonjour la profondeur de champ de la Lune, hein, parce que du coup, on dirait que tu fais 50 mètres et après, il y a une crevasse. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, ok, on dirait que c'est un cube le truc. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, 400 000 km, on n'a pas non plus de vraies photos de la Terre. Et là, donc, ils vont nous pondre une image bouleversante à 300 millions de kilomètres. Tu peux pas juste nous faire une photo de la Terre, en fait, une vraie photo de la Terre. Alors, pas trop loin, pas trop près, tu vois, voilà, mais une vraie. Tu vois, voilà. Ça me fait rire. Et donc, je vais vous mettre la photo. Voilà. Ça, c'est la photo de la Terre et la Lune dans la constellation du Bélier. C'est le pixel mort, quoi. Tu vois, donc en fait, ils t'envoient une photo avec des pixels morts et ils te disent que c'est la Terre et la Lune dans la constellation du Bélier. Non, vraiment, non, mais elle m'a fait rire. Non, mais elle m'a fait rire parce que franchement, il faut le vivre. Entre la dernière fois Opportunity et sa photo, hein, prise dans la tempête de sable planétaire sur Mars, et là, la photo à 300 millions de kilomètres, non, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc, non, mais quand j'ai vu la photo, alors, j'ai regardé le titre, j'ai fait défiler, et j'ai, putain, j'imagine la photo. 300 millions de kilomètres. J'imagine la photo. Et quand j'ai vu la photo, ah non, mais j'étais mort de rire.
Non, non, mais vraiment, j'étais mort de rire. Donc, la vidéo TikTok, hein, on va dire en vidéo finale. Donc, je ne sais absolument pas si c'est vrai. Je ne sais absolument pas si c'est fait par l'intelligence artificielle. Donc, vous me direz, enfin Philippe, puisque, comme j'ai déjà dit, c'est mon spécialiste, de me dire si c'est possible de faire des plumes, de faire des trucs comme ça. Parce que franchement, comme le mec il est à fond, il marque ce que c'est et tout, donc je me dis, enfin, pourquoi ça serait faux? Mais peut-être ça fait rien en fait. Bon, donc je vous mets la vidéo et on se retrouve après pour se dire au revoir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment. Ma prochaine vidéo, donc, je voulais parler de cette histoire du streamer. Mais en fait, j'ai pas la force de la tourner. Donc, je sais pas. Je la ferai sûrement. J'attends des nouvelles là, parce que je suis en train de monter quand même un petit truc pour pas perdre le fil, on va dire. Parce que moi, je vais en parler, mais je vais pas en parler de la façon dont tout le monde en parle. C'est-à-dire, ouais, c'est à qui la faute, c'est machin. Enfin bon, ils vous remontent des vidéos. Moi, je vais pas faire ça. Parce que je trouve que c'est assez dégueulasse. Et que c'est donner de la visibilité à des gens qui ne le méritent pas. Par contre, je vais parler de tout ce qui... donc c'est pour ça que j'attends un peu. De tous les gens qui ont été, on va dire, en rapport avec ça. Et donc, je suis en train de monter ça. Donc, je sais pas quand c'est que je la tournerai. Parce que du coup, comme je vous dis, j'attends de voir un peu... en fait, je récolte toutes les informations, je les regroupe. Et après, je vais vous parler de certains trucs en rapport avec la vie de tous les jours. Puisque moi, vous savez que je suis très factuelle. Donc, très cartésienne, enfin, très sur Terre. Donc, je vais vous mettre tout ça en relation et donc je ferai un petit truc sur ça. Voilà, je pense, je sais pas, la semaine prochaine ou j'en sais rien. Enfin bon, quand j'aurai l'envie et le moment de tourner. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, normalement France. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.